Aux invités de la marmite. L'invité de Marmite fait son actu, c'est tout de suite sur le 88.4. Tan Nguyen et Mohamed Chouker de l'association Infodébat, bonjour. Bonjour. Alors Tan, justement, vous avez publié récemment un ouvrage, donc un livre intitulé Chronique de la quinzaine. C'est un ensemble d'articles sur la question européenne. Alors ce sont des articles que vous avez publiés sur le site de l'association, donc infodébat.fr. Principalement. En partie, pas tous. Il y a des articles qui sont inédits. Et des articles inédits. Alors pourquoi vous avez décidé de surtout concentrer dans ce livre des chroniques sur l'Europe principalement? Parce que Infodébat est beaucoup plus large que ça. On ne parle pas que d'Europe dans Infodébat. C'est vrai, mais je suis un peu un fétichiste du format papier en fait. Ouais. Parfois c'est un peu difficile de lire des articles sur Internet, sur un écran d'ordinateur. En tout cas moi j'ai cette difficulté-là. Et puis je sais pas, c'est peut-être subjectif de ma part, mais le côté dématérialisé, c'est gênant. J'ai l'impression qu'en fait c'est appelé à moins durer que le format papier, quoi. C'est peut-être paradoxal, mais c'est un avis qui concerne que moi. Donc, Après, pour aller dans votre sens, pour l'instant, le numérique, en ce qui concerne les livres ou les autres supports qu'on a l'habitude d'avoir, les journaux ou autres, marche très peu. En tout cas, une petite progression, mais encore très à la marge par rapport au livre papier. Donc, ça je le savais pas, mais ça 4% pour l'instant. Non, mais après le format internet, c'est vrai que ça permet de démocratiser. En fait, on a un accès beaucoup plus facile, même en termes par exemple de bibliographie. On peut aller chercher les références. Ça prend 2 secondes à taper sur un moteur de recherche. Mais par contre, voilà, je sais pas, tout ce qui est dématérialisé en fait m'embête un peu. J'ai moins confiance que dans le format papier. On y reviendra tout à l'heure justement en parlant d'euros. Alors vous venez dans un contexte assez intéressant puisque c'est le salon de l'agriculture en ce moment. Notre président de la République et notre Premier ministre ont été sévèrement taclés, sifflés, insultés pendant leur visite donc, au salon de l'agriculture à Paris. Alors est-ce qu'on peut avoir une petite explication du lien entre la crise de l'agriculture en France et la politique agricole commune menée par Bruxelles? On a l'impression que beaucoup critiquent l'Europe, beaucoup critiquent l'argent qui est donné par l'Europe et la politique, alors que d'autres témoignages d'agriculteurs disent que sans l'aide européenne, les agriculteurs ne pourraient pas faire leur travail. Alors comment, Mohamed Chouker? Alors en fait, faudrait réexpliquer les revendications des agriculteurs français. Ouais. En fait, pourquoi il y a une crise? Cette crise remonte déjà à l'année dernière, comme quoi l'Union européenne n'a pas su gérer le souci à sa naissance, depuis tout ce temps-là. En fait, ce qui se passe en France, c'est qu'on a des gros distributeurs qui achètent aux producteurs français, notamment les producteurs dans la filiale porcine du porc, et qui se font énormément de bénéfices sur le dos de ces producteurs. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, il me semble, 2 grands distributeurs français qui ont décidé de payer un peu plus cher les producteurs français et donc de les favoriser en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que Bruxelles a dit non, a refusé catégoriquement, ça casse la concurrence. A dit voilà, ça casse la concurrence. En gros, pour faire comprendre avec nos mots à nous, c'est que l'agriculture française, il faut laisser l'agriculture, par exemple, j'ai rien contre ce pays en particulier ou quoi, roumaine ou de Pologne, qui acceptent d'être payés moins cher, les laisser se déverser sur le marché français, leurs produits, issus de leur agriculture, quoi. Mais ça tue forcément l'agriculture française. Parce que si vous voyez qu'on paye un agriculteur roumain, je sais pas, 500 ou 600 euros, et un agriculteur français, si on devait le rémunérer comme un salarié 2000 euros... Il est là le problème de l'Union de l'Europe, c'est qu'elle a dit non à des Français qui se sont insurgés contre leur exploitation en fait par la grande distribution. Il est là le souci en fait de cette crise. Et ça tombe bien que mon camarade Tan publie un ouvrage sur l'Europe. On est en plein dans la crise en fait. On est en plein dedans. Alors on va faire une petite sur le fait que certains agriculteurs soutiennent en fait le processus de construction européenne. En fait, les quelques agriculteurs, je ne sais pas s'ils sont nombreux, je
ne sais pas leur proportion, mais les agriculteurs qui soutiennent en fait le processus de construction européenne, ils le soutiennent en fait parce qu'on leur a menti en fait. Ils les soutiennent parce qu'ils pensent que l'Union européenne leur verse tous les ans des subventions et que ça permet en fait de soutenir leur activité. En fait, ce qui est vrai, il y a des subventions qui sont versées aux plus grosses structures. Il y a des subventions, mais en fait ces subventions-là ne viennent pas du tout de l'Europe en fait, parce que l'Union européenne l'Union européenne ne produit pas de richesse. C'est l'argent des pays. C'est la richesse des nations. Oui, et en réalité, l'argent qui est prétendument versé par l'Union européenne en fait vient de l'État français. En fait, sauf que il y a un tampon marqué, il y a un tampon sur le cachet qui est marqué Union européenne. Alors qu'en réalité, c'est la France. Donc c'est une usurpation. On va revenir sur l'agriculture tout à l'heure, mais on va prendre un petit peu des informations sur votre ouvrage, donc Chronique de la quinzaine. Alors Chronique de la quinzaine, puisque vous parlez uniquement de 2015, c'est ça ? C'est des chroniques sur des faits d'actualité qui sont déroulés en 2015. Puis le titre, c'est aussi un peu une référence à un auteur que j'aime beaucoup et qui est Charles Péguy et à ses cahiers de la quinzaine. Donc voilà, c'était marrant, le titre à double sens. Je trouvais ça marche marrant, du coup pour 2015. Voilà. Alors vous commencez, du coup c'est un ensemble d'articles, hein. Vous commencez avec la Grèce de Tsipras en février dernier, une Grèce qui s'est retrouvée donc avec un leader de la gauche radicale qui arrive au pouvoir par les urnes et qui va se retrouver avec deux défis, voire un petit peu plus que ça. C'est d'abord avoir une majorité à l'Assemblée. Ils ont 149, si je ne dis pas de bêtises, 149 sièges sur le 300. Voilà, il leur en manque 2 pour avoir la majorité absolue. Et là, il y a un premier petit qu'on peut appeler quoi, que ça dépend de quel point de vue, puisqu'ils vont décider de prendre deux députés apparentés d'extrême droite. Les élus, l'extrême droite, c'est un terme un peu abusif, je trouve. Les Grecs indépendants ? Oui, c'est plutôt on va dire des souverainistes de droite. C'était plutôt une union des souverainistes en réalité. Voilà. Et ça, c'est passé assez inaperçu. Hein. Assez peu de critiques de la gauche française en tout cas sur le fait ils en ont parlé un peu parce que certains journalistes se sont adressés à Mélenchon en disant est-ce que vous seriez prêt à vous allier avec le Front National, avec Dupont-Aignan, etc. Donc ils en ont parlé un petit peu. Mais effectivement, je commence par la crise grecque et j'analyse assez abondamment. Il y a plusieurs articles qui sont consacrés sur la crise grecque. C'est même, on peut dire dans mon ouvrage, c'est un peu le fil rouge en fait, parce que j'ai traité assez abondamment de la question de la crise grecque parce que je pense que en fait le scénario qui se passe en Grèce est appelé à se reproduire dans d'autres pays de l'Europe du Sud, notamment Portugal, Espagne et évidemment la France, parce qu'évidemment la France est diverse, mais majoritairement on peut quand même estimer qu'on est un pays de l'Europe du Sud. Donc la crise pour l'instant qu'on ressent, mais qui est encore diffuse et de basse intensité, est appelée en fait à s'aggraver. Alors justement, on va continuer sur cette crise grecque, puisque une fois que Syriza est au pouvoir, ils vont se retrouver face à un mur en tentant de renégocier la dette qui écrase le peuple grec, et évidemment ça ne va pas marcher. En tout cas, ils vont pas réussir à inverser la tendance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? Ce qui est intéressant par rapport à Syriza et par rapport au bras de fer qu'a eu le nouveau gouvernement grec avec les institutions européennes, c'est qu'on a vu en fait l'échec de la stratégie de la subversion, qui a été la stratégie adoptée par Syriza, mais qui était aussi la stratégie envisagée par la gauche radicale française. D'ailleurs, si vous avez un peu suivi ce qui s'est un peu passé dans les médias, il y a eu une polémique récemment avec Mélenchon qui était passé chez Ruquier, qui a tenu certains propos sur la sortie de l'euro, sur la Russie. Bon, je ne reviens pas sur la Russie, mais aussi sur l'euro en fait. Et il a eu une petite inflexion. Un petit infléchissement dans sa position, puisque maintenant il dit clairement qu'entre la souveraineté française et l'euro, il choisira la souveraineté française. C'était un tabou, ça, dans la gauche. Oui, dans la gauche radicale, c'était un tabou, et c'est la première fois qu'il dit clairement qu'il pourrait envisager de sortir de l'euro. D'ailleurs, il pressent, je pense qu'il pressent un peu lui-même que il n'y aura pas de sortie d'austérité sans sortie de l'euro, quoi. Alors ce bras de fer qui a été entamé par Tsipras, notamment par la Grèce, il a été perdu. C'était une capitulation assez humiliante de la part... Pourquoi ? Alors expliquez-nous pourquoi. Parce que Tsipras qui avait l'aide du peuple, un référendum qui avait été fait également
on peut dire, pour renforcer encore la légitimité de Tsipras dans la politique qu'il voulait mener en Europe. Et qu'est-ce qui a fait capoter ? C'est la pression de la Banque Centrale Européenne oui, alors qui a coupé, entre guillemets, les... C'est entre autres la pression de la Banque Centrale Européenne, parce que c'était un spectacle assez cauchemardesque, je dirais, parce qu'on a vu en fait une banque centrale qui a organisé une crise de liquidité des banques grecques, alors que normalement, le rôle qui est dévolu à une banque centrale, normalement, c'est justement de garantir le niveau de liquidité. Et là, on a vu une Banque Centrale Européenne faire le contraire. En gros, on va à un distributeur. Dans tous les distributeurs, la majorité des distributeurs, ça ne fonctionne plus. Il n'y a plus d'argent. Voilà. C'est ce qu'on a vu. Peut-être que certains se souviennent des images de tous les Grecs qui faisaient la queue devant les banques. Et donc, c'était un spectacle assez scandaleux, quoi. Et c'est ça qui a fait craquer Tsipras ? Alors, ce qui a fait craquer Tsipras, c'est la question de l'euro, en fait. C'est en fait... il ne pouvait pas appliquer son programme qui était un programme de gauche économique, c'est de sortir d'austérité, sans sortir de l'euro en fait. Et le pari de Tsipras, sa gageure, c'était de dire j'aurai la fin de l'austérité tout en restant dans l'euro. Il a vu que c'était pas possible et que ce qui a fait perdre en fait son duel face aux institutions européennes, c'est que la peur de sortir de l'euro était plus grande du côté du gouvernement grec que du côté des institutions européennes et du côté des dirigeants allemands. Les Allemands avaient moins peur de voir la Grèce sortir de l'euro que le gouvernement grec lui-même, alors que c'était plus dans l'intérêt du gouvernement grec, justement, d'appuyer ses revendications en disant si vous n'accédez pas à nos requêtes, nous, on quitte la table et puis voilà, vous vous débrouillez avec votre euro, quoi. Alors du coup, quelle est la situation actuelle de la Grèce ? Puisque le programme promis par Tsipras lors de l'élection ne va pas pouvoir être mis en place. Apparemment, en tout cas. Ah non, c'est-à-dire que là, la situation en Grèce s'aggrave, puisque c'est là où je parlais tout à l'heure d'une capitulation très humiliante pour le gouvernement grec en juillet, parce que, évidemment, Tsipras et les siens sont arrivés au pouvoir en disant que la ligne dure dans leur programme, c'était de dire on va mettre fin à l'austérité, et au final, ils se retrouvent en fait à signer le mémorandum le plus dur, justement, en termes d'austérité. Donc c'est une défaite et c'est une capitulation très dure pour la gauche radicale grecque. Et rapidement, qu'est-ce qui va être mis en place du coup en Grèce ? Là, ça va être quoi ? Moins de fonctionnaires, moins de... Comment ça va se traduire concrètement ? C'est l'austérité, c'est la coupe dans les dépenses publiques, puis déflation, récession, et puis on va continuer comme ça jusqu'à la fin, quoi, jusqu'à ce que ça éclate. Je suis assez peu optimiste sur la capacité de nos élites, de nos dirigeants, à dire à un moment donné, on arrête, quoi. On va dans le mur, on met le pied sur la pédale de frein, mais je pense que ça, ils le feront pas, donc on ira jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça s'écroule, quoi. Alors, dans vos articles, vous dites qu'un des prochains... Juste pour rebondir une dernière fois sur la question grecque, un autre personnage clé que vous n'avez pas abordé, c'est Varoufakis, l'ancien ministre des Finances. De l'économie et des finances, qui est parti. De la Grèce. Oui, je lisais un article pour la petite anecdote récemment. Il a été recruté par le Parti travailliste britannique en tant que conseiller sur les questions économiques, les questions d'austérité et la question de l'Europe. Pour ce parti-là, c'est son chef qui en avait fait la déclaration là tout récemment, il y a même pas une semaine, et c'était pour rebondir sur la question des élites que soulevait Tan, qui ont complètement trahi leur peuple. Varoufakis, on l'a beaucoup critiqué Varoufakis en disant qu'il s'était devenu un VRP Varoufakis ou Tsipras, de la gauche radicale à aller écumer un peu toutes les télévisions européennes on pour se vendre. Ouais, mais quelque part on voit leur qualité ou leur caractère de nomade. Enfin, je veux dire, ils ont trahi les Grecs. Hop, Varoufakis termine conseiller auprès du Parti travailliste britannique. Enfin, demain, ça sera peut-être un parti français, enfin, qui sait, le FN ou quoi. Voilà. On peut préciser que Varoufakis est parti avant que la Grèce signe ses accords d'austérité. Il a quitté le navire un petit peu avant. Il voulait poursuivre en fait le rapport de force. Lui, il voulait mettre clairement sur la table la possibilité de sortir de l'euro. Mais ce que dit Mohamed est tout à fait vrai. Varoufakis, le grand problème de la pensée de Varoufakis, même si c'est quelqu'un sur les questions qu'il traite qui peut être assez brillant en termes économiques, le grand problème c'est qu'il n'a pas assez traité la question de la sortie de l'euro, quoi. Alors, dans vos articles, vous parlez également de l'arrivée de cette crise, de ce qui s'est passé en Grèce d'abord dans les pays du Sud. Vous parlez de l'Espagne, vous parlez également du Portugal, et puis l'arrivée en France. Est-ce que c'est un scénario qui est plausible dans les années à venir, ou est-ce que c'est beaucoup plus à long terme pour vous ?
Ah non, c'est un scénario qui est tout à fait plausible. D'ailleurs, à mon avis, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que j'emploie une image, à mon avis, je dis en fait, c'est comme si l'euro, c'est comme si en fait tous les pays européens étaient réunis en fait dans une salle close et qu'en fait il y avait un niveau de l'eau le niveau de l'eau monte en fait, et puis voilà quoi, donc en fait les pays perdent pied petit à petit, ils finissent par se noyer. Donc la Grèce a perdu pied en premier parce que c'était les plus faibles, mais ça arrivera indubitablement à la France. Sauf l'Allemagne qui s'en sort plutôt bien. Sauf l'Allemagne, effectivement. Qui s'en sort plutôt bien. Sauf l'Allemagne pour l'instant qui s'en sort plutôt bien. Alors en France, on a très peu de politiques qui parlent vraiment de sortie de l'euro. Okay. On parle sauf des partis peut-être qui sont un petit peu moins connus ou des personnalités un peu moins médiatiques comme François Asselineau, si je dis pas de bêtises, j'oublie Asselineau, pardon. Il y a également Jean-Pierre Chevènement qui est aussi peut-être dans cette veine de sortie de l'euro. Marine Le Pen qui parle également de sortie de l'euro, même si elle dit qu'elle ira négocier à Bruxelles et qu'en cas de refus, elle viendra faire un référendum pour demander aux Français s'ils veulent ou non sortir de l'euro. Et puis on peut aussi citer Mélenchon qui récemment a dit, chez Ruquier, je l'ai vu, moi, donc si vraiment il y aurait une négociation avec les Européens, avec Merkel notamment, et puis si on n'arrivait pas à avoir gain de cause, il faudrait sortir, même s'il a dit un petit peu du bout des lèvres, mais il l'a dit. La question de la sortie de l'euro, c'est le grand tabou en fait de la politique française, alors que normalement ça devrait être une des questions essentielles parce que ça relève de la souveraineté et que sans souveraineté il n'y a pas de démocratie. Mais sur les partis politiques qui veulent sortir de l'euro, en réalité dans les grands partis qui passent dans les grands médias, il y en a aucun, parce que là c'était Marine Le Pen qui était passée, je crois, dans un journal télévisé, je sais plus si c'était celui de TF1 ou celui de France 2, je crois que c'est celui de TF1. Puis on lui a posé la question clairement, est-ce qu'elle envisageait une sortie de l'Union européenne? Puis elle a dit qu'il n'a jamais été question de ça et qu'en fait depuis 4 ans elle dit qu'elle négociera, en fait, une fois arrivée au pouvoir, elle négociera avec les institutions européennes pour... Donc il y a un vrai tabou. On va d'abord négocier. C'est un tabou. Personne n'ose dire pour l'instant n'ose poser clairement la nécessité de sortir de l'euro. Et Mélenchon dit la même chose. Alors qu'en réalité, d'un point de vue de pure rationalité économique, on n'aura pas d'autre choix que de sortir de l'euro. Donc, si vous voulez, c'est quand ils disent ça, c'est quand ils disent on va engager des négociations, un rapport de force, et puis si ça ne marche pas, etc. En réalité, moi, je ne suis pas le seul, je pense que Mohamed sera d'accord avec moi, je pense qu'on peut déjà prédire avec certitude quelle sera l'issue de ce rapport de force. Ce sera le même... Donc, pour vous, ça ne marche pas. L'euro ne peut pas marcher tel qu'il est maintenant. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen de l'amender, de faire en sorte que ça puisse marcher. Aucun. C'est-à-dire que les options théoriques que certains ont posées pour sauver l'euro, pour rendre l'euro viable, en fait, justement, ne sont que des options théoriques et ils ne pourront jamais, en réalité, être mis en œuvre. Ça impliquerait que l'Allemagne consacre 10% de son PIB, en fait, à soutenir les pays de l'Europe du Sud sur une durée de 10 ans. Donc, c'est impossible. Ça impliquerait de modifier le statut de la Banque Centrale Européenne pour que la Banque Centrale Européenne puisse prêter de l'argent au pays directement aux États. Banque centrale, ouais. Après, on peut rentrer dans des détails techniques sur les zones monétaires optimales, etc. Mais voilà, honnêtement, ce n'est que théorique. D'un point de vue pratique, ça ne sera jamais mis en œuvre parce que l'euro est une monnaie viciée, c'est une monnaie profondément bancale, c'est une aberration économique. La plupart des prix Nobel économiques qui ont eu l'occasion de s'exprimer dessus le disent, d'ailleurs, qu'ils soient néo-keynésiens, qu'ils soient monétaristes, ils le disent. Donc c'est quelque chose de profondément bancal. La grande erreur en réalité, ça a été de donner la même monnaie à des peuples aussi différents et qui ont une histoire en fait qui plonge leurs racines dans des millénaires. Et en réalité, ces peuples-là, c'est la richesse de l'Europe en même temps, c'est que c'est un maximum de diversité sur un petit territoire relativement. Et en réalité, ces peuples-là ne formeront jamais, en tout cas pour l'instant, ne sont pas prêts à former une nation une et indivisible et entière. On va terminer peut-être sur les conséquences. Vous l'abordez également un petit peu dans l'ouvrage. Quelles seraient les conséquences de la sortie de l'euro ? En général, quand on entend un reportage, une émission télé ou qu'on lit un papier, ce sont plutôt des réflexes catastrophistes qui sont mis en avant. Les Français seraient plus endettés, le franc perdrait, il commencerait avec une valeur très faible par rapport à l'euro, la dette des gens dans leur compte en banque, leur argent perdrait tout de suite de la valeur, etc., etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous remettez en
cause ou est-ce que c'est quelque chose de vrai? Oui, bien sûr. Si la France sortait tout de suite demain de l'euro. Oui, bien sûr, surtout, surtout ces points-là, sur l'explosion de la dette, tout ça, en réalité, tout ça, c'est de la propagande. Tous les arguments qui sont employés, on pourrait tout à fait les retourner. Par exemple, sur la dette, en disant si on a un franc dévalué, la dette va exploser, etc. Non, en réalité, non, parce que le droit international nous protège, en réalité. C'est-à-dire que la dette étant libellée en droit français pour une très grande majorité, voilà, les créanciers seront payés avec un franc dévalué. En réalité, ça, c'est le droit international. C'est-à-dire qu'on peut pas, ça peut pas être mis en cause, quoi. Donc, en réalité, tous les arguments qui sont utilisés, en fait, poussent, en fait. Le but, c'est de faire peur aux gens, en fait. C'est de leur faire croire que la sortie de l'euro, c'est la fin, ce serait la fin du monde. Alors que bon, on peut toujours avoir une perspective plus historique et rappeler que la France, durant son histoire, qui est une histoire de 1500 ans, a déjà tangué plus que ça. Je pense qu'en 40, on a tangué un peu plus on a tangué un peu plus que ça nous coûterait une sortie de l'euro, qu'une sortie de l'euro nous coûterait. Et une sortie de l'euro, c'est d'abord une sortie de l'euro, c'est d'abord la récupération de la souveraineté de l'État sur la création de sa monnaie, sur la possibilité de pouvoir battre sa monnaie, sans que ça dépende comme les Américains ou les Chinois ou d'autres. Ouais, sans que ça dépende d'un organisme supranational et qui impose à tous les États membres quelle politique budgétaire ils doivent appliquer, etc. En tout cas, autant d'éléments de réponse que vous pouvez retrouver dans l'ouvrage de Tan Nguyen, Chronique de la quinzaine, qu'on peut retrouver sur Internet, c'est ça? Sur Amazon, vous pouvez le commander sur Amazon. Voilà, donc le livre qui est disponible sur Amazon, Chronique de la quinzaine, Tan Nguyen. Merci en tout cas d'être venu nous en parler. Merci à vous. Puis à bientôt. À bientôt.